ready, bro. Salut, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Anis Moualdi, j'ai 27 ans et je suis le CEO de Scaly. Aujourd'hui, pour prendre à contre-courant tous les entrepreneurs qui t'expliquent comment aller de 0 à des millions, moi je vais t'expliquer comment j'ai fait pour passer de 3,8 millions à 0 euros. Et je trouve que c'est un truc qui est intéressant pour toi parce que ça va t'éviter de faire les mêmes erreurs que moi et donc de te maintenir sur une belle valorisation pour ton entreprise ou ton business, peu importe si tu as un truc, start-up, agence, SaaS, formation en ligne, mais l'idée c'est que tu puisses t'y maintenir. Il se trouve que j'en suis sorti avec plein de belles leçons et ça me permet aussi pour ma première sur YouTube de vous raconter un peu mon histoire au travers de Scaly. T'as bien entendu, c'est Scaly et pas Scally, ça t'évitera de me fâcher. Je te propose 3 choses, de liker cette vidéo et de t'abonner à ma chaîne, parce que je compte publier des vidéos beaucoup plus souvent sur des thématiques liées à l'entrepreneuriat. Et la 3e chose, ça va être de monter tes AirPods dans tes oreilles et de vaquer à des petites occupations du genre tâches ménagères et de garder ce podcast en fond. J'espère qu'on va tous les deux passer un bon petit moment ensemble. Et je te propose d'y aller tout de suite. Alors, Scaly, au départ, ça s'appelle pas Scaly, ça s'appelle Pros.io. C'est l'histoire d'un étudiant algérien qui débarque à Paris à 20 ans, qui est un peu paumé, qui découvre le métier de business developer. Bon, je parle de moi, si tu l'as compris, en startup. Donc, je suis business developer en startup, j'utilise tout plein d'outils. On a du Phantom Buster en scrapping, on a du Lemlist en outreach, par email, du LGM, du Wallaxy, du Drop Contact, du Casper. Si t'es pas dans le métier, tous ces noms peuvent t'évoquer, peuvent tout simplement rien t'évoquer, mais dans l'idée, c'est que dans chacune des étapes de la prospection commerciale, tu as plein d'outils. Des outils qui te récupèrent des bases de données, d'autres qui te donnent des coordonnées, d'autres qui automatisent tes messages, etc., etc. Relou un peu cette histoire. Moi, comme je suis plus intelligent que tout le monde, je me dis, je vais régler ce problème. Donc déjà, je suis content parce que je pars pas d'une idée que j'ai eue en me levant un bon matin, je pars d'un vrai problème que moi j'ai rencontré. Et ayant écouté tout plein de podcasts d'entrepreneurs qui t'expliquent qu'il faut pas partir d'une idée mais d'un problème, je te cache pas que j'étais particulièrement fier de moi quand j'étais au tout début de Pros.io. Bon, moi je suis pas développeur de base, donc je me dis bon, va falloir trouver quelqu'un qui code, qui peut me faire une sorte de MVP, donc un produit minimum viable pour aller chercher mon POC. Proof of concept, preuve de concept, que voilà, j'ai une idée, ça fonctionne vraiment, c'est pas que moi qui pense que c'est une bonne idée, ça a l'air de fonctionner, les gens achètent. Bon bah tout feu tout flamme, je commence à chercher des devs, je t'épargne les détails, je finis par rencontrer un mec qui s'appelle Mathieu, qui est freelance, qui habite en Espagne, et qui pour le coup me dit, moi j'ai déjà codé des trucs similaires pour d'autres boîtes, je te mets tout ça sur un seul logiciel, une seule plateforme, et bon on voit ce que ça peut donner. On fait comme ça, il me met un scrapper, des trucs qu'il a codés pour ses clients. J'ai globalement un truc qui récupère des données et qui automatise des messages sur LinkedIn. On n'avait pas l'email au tout début, mais globalement, j'ai un truc qui fonctionne. Je me dis, bon, c'est peut-être pas un truc hyper différenciant de ce qui existe déjà à l'heure actuelle, mais attention, Bibi, il a une vision et il sait où il va. Donc attendez, vous allez voir. Là, je me dis, bon, on va lancer, et je crois que c'était en février-mars 2021, si ma mémoire est bonne, ou c'était un an avant de créer Scaly. On lance Pros.io et on fait 15 000 euros, je crois, un peu plus, 16-17 000 euros sur 3 mois et 15 jours. Donc dans l'idée, on fait 5 000 euros de MRR. Le MRR, c'est le revenu récurrent mensuel, et on est très content. Enfin, pour être tout à fait honnête, je suis très content. Mathieu, lui, il est très détaché du projet. Il me dit, on fait moite-moite sur le chiffre d'affaires qui va en ressortir, mais il veut pas créer de boîte, il veut pas monter de start-up, il veut pas recruter des gens, etc. Et moi, je suis totalement matrixé. Lui, il a la quarantaine, il est expat, il vit bien. Moi, je suis matrixé, je suis dans la vingtaine, je veux lever des fonds, recruter des gens et globalement tout arracher. Donc bien sûr, hein, forcément, il y a déjà une première séparation qui se fait à ce moment-là. Et le point de bascule, c'est un rendez-vous que je fais avec un business angel. Je commençais à automatiser des messages sur des business angels. C'est un peu mon métier au départ, donc je ne veux pas me gêner à contacter des gens pour leur demander des trucs, c'est un peu l'habitude. Et au déjeuner que je fais avec ce gars, il m'explique que si tu n'as pas de CTO, ton projet, c'est une coquille vide. Et moi, cette expression, ça m'avait grave marqué à l'époque. Je me suis dit, en vrai, il a raison, le gars. Sans CTO, je vais pas pouvoir développer mon truc, etc. Donc, c'est, je pense, à partir de ce moment-là que le projet Pros.io
commence à s'éteindre, d'autant plus que j'ai commis toutes les erreurs que tu peux imaginer sur quelqu'un qui lance un projet. Par exemple, le recrutement. J'ai recruté pas mal d'alternants parce que j'étais prof dans une école de commerce qui s'appelle le BM Business School à Paris à ce moment-là. Et donc moi, je vois deux, trois étudiants qui sont fut-fut. Je me dis, bon, bah écoute, eux, ils cherchent une alternance, on fit bien. Moi, je vais les prendre. Il y avait les aides de l'État à cette époque qui te permettaient d'avoir un alternant pour pas très très cher. Et je me suis dit, bon, pour être honnête, c'était pas vraiment l'aspect financier qui m'intéressait. J'avais cette vision en moi de recruter plein de gens, de monter une équipe, etc. Donc rapidement, je monte une équipe, je prends des petits bureaux, c'était au-dessus de l'école où je donnais des cours. Donc niveau avantage entre guillemets, c'était trop cool parce que je payais pas du tout le loyer, j'avais mon équipe qui était avec moi, ça prospectait à foison, je leur montrais des trucs, je codais mon machin, je devenais entrepreneur. Moi, l'étudiant algérien venu en France à 20 ans, qui connaît pas les codes, qui fait son école de commerce, qui est un peu paumé, jamais trop su ce que je voulais faire dans la vie avant de monter ce projet. Tout de suite, je sais pas si on peut dire putain sur YouTube, j'ai un putain de why. Au pire, je mettrai un bip au montage. J'ai un putain de why et je suis trop content. Donc là, grosso modo, je suis un peu dans ma bulle, je commence à rentrer dans ma worth. Je recrute des gens, ça fonctionne pas du tout. J'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi, je pense que vous avez tous la raison, hein. Recruter des alternants sur un tout petit projet, sachant que j'avais pas trop le temps de les manager, etc. Forcément, ça allait pas faire bon ménage. Eux, ils se sont un peu lassés du projet. Pour ceux qui ont terminé leur alternance, tant mieux. Sinon, d'autres, j'ai dû les couper à un moment donné, leur dire, bon, on arrête, d'un commun accord. Bon. Je fais toutes mes erreurs et je vais m'inscrire sur une plateforme qui s'appelle cofondateur.fr et je rencontre plein de devs. Je discute pendant 2-3 semaines avec des techos et il y en a un avec qui ça fit plutôt bien, qui s'appelle Guillaume. Donc, il m'explique, lui, il est réunionnais, il est marié à une Mexicaine, il part un mois au Mexique pour des vacances, mais dès qu'il revient, on bosse ensemble. Moi, je lui dis OK, et moi, je suis quelqu'un, j'ai qu'une seule parole. Si je dis OK, c'est OK. Donc, je cut complètement tous les autres devs, je mets le projet en stand-by, je fais de la freelance, je bosse, je fais mes trucs, et un mois après, il revient, il m'envoie un petit message, il me dit, écoute, j'imagine que t'es plus chaud, t'as dû trouver quelqu'un, mais écoute, si t'as toujours pas quelqu'un, moi je suis chaud. Je dis non, non, moi je t'attendais, comme prévu, vas-y, viens, on discute, on commence à discuter, et très rapidement, on commence à coder. Faut savoir qu'au même moment où lui, il est en vacances au Mexique, je fais la rencontre aussi d'un autre associé, qui rentre avec nous dans le projet, donc on est 3 au départ. Lui, il a un profil un peu growth, et comme moi, je suis une brêle en marketing, inbound et tout, mon métier, c'est la vente pure, en outbound, la prospection commerciale, B2B. On s'associe dans l'idée que moi, je gère les ventes, lui, il gère le growth, le marketing, et Guillaume, il gère la partie dev. Sauf que bon, je découvre, il faut savoir qu'à partir de maintenant, je suis en total freestyle. Je connais rien à ce monde-là, je découvre tous les jours plein de trucs, et moi j'ai que ma force de travail et mes convictions. C'est-à-dire je crois dans le projet, je crois en moi, et je transmets ça autour de moi. Je transmets ça à mon associé, à mes 2 associés pour le coup, je transmets ça aux alternants qui bossaient avec nous, à ceux qu'on recrutera plus tard, en alternance, en CDI, etc. Je transmets ça à nos investisseurs. Et on commence à coder, enfin on commence à coder, Guillaume commence à coder et moi je suis là et je découvre qu'en fait il y a quelque chose qu'on appelle le produit. Moi, pour moi le produit c'est logique, je t'explique, tu fais un truc, tu le fais et puis voilà. Sauf que je me rends compte que ce que moi j'explique à mon dev, eh ben lui il le perçoit pas du tout de la même manière. Donc je vais lui expliquer, il y a un écran, je veux telle fonctionnalité là, je veux tel bouton ici, machin. Et il me sort un truc complètement différent de ce que j'ai demandé. Et lui, il est convaincu, il me dit, mais c'est ça que tu m'as expliqué. Donc très rapidement, il y a un blocage. Je suis en sales, c'est un dev, on parle pas du tout la même langue. On recrute une freelance qui commence à bosser avec nous. Elle est UX, UI designer et elle m'aide, moi personnellement, à faire ma transition du sales au product. Je suis pas encore CEO, mais je suis en train de transiter. Je pense que tu deviens CEO quand tu as touché 4-5 domaines. Moi, je suis sales à la base, je maîtrise. Je commence à rentrer dans le product, par la suite je rentre dans la compta, par la suite je rentre dans la finance, je rentre dans le recrutement et à un moment donné je deviens CEO. Mais pour l'instant, je suis un sales qui commence à toucher un peu au produit et donc je commence à comprendre c'est quoi les user stories, les maquettes, Figma, je découvre absolument tout. Je vous l'ai dit, à partir de là, moi je découvre tous les jours, c'est des nouvelles découvertes, des nouveaux outils, des nouvelles personnes, des nouvelles méthodes, etc. Bon. Bon, c'est cool, on est content, on charbonne pendant 6 mois. Donc là, je vous parle, on est à peu près
décembre 2021, janvier 2022. On commence à coder en février 2022, date très facile à retenir pour moi, c'était le 2 février 2022, 2 partout. On crée Scaly. Comment j'ai eu l'idée de Scaly? J'étais en train de chier, honnêtement, j'étais sur mon trône et j'ai eu une illumination. On fait un logiciel pour faire des ventes, les ventes ça scale. Je voulais acheter le nom de domaine scaly.fr avec un C, il était je crois 35 000 euros. J'ai mis un K, il était à 1 euro et c'était vite réglé. On avait un nom de boîte, ça part. Donc la designer avec qui on travaillait nous fait le logo. Je vous en reparlerai une autre fois, mais on a failli se faire attaquer en justice par Spendesk parce qu'on avait un logo qui ressemblait un peu au leur. Mais dans l'idée, voilà, on a un logo, on a une charte graphique, je fais le site internet moi-même sur Webflow, je découvre tout, et on s'en sort plutôt pas mal. En même temps que eux, ils sont en train de coder, je prépare une base de données, je les prospecte à foison, coucou, j'ai un projet, j'aimerais t'en parler, on se fait une petite démo, j'arrive à la démo, je dis bon, pour l'instant, le truc, il est pas prêt, mais je te promets, ça va être une dinguerie, est-ce qu'on peut en parler dans 2-3 mois? Ouais, ça me chauffe. Un outil qui regroupe tous les logiciels de vente, ça me chauffe. Et je fais une moyenne de 10 rendez-vous tous les jours, du moment où ça commence à coder jusqu'au moment où on sort la MVP, c'est-à-dire à peu près janvier 2022 et juin 2022 où on sort le product. Ça code à foison. Entre-temps, le troisième associé qui est avec nous se dissocie du coup. On s'entend pas parce que voilà, il voulait pas forcément prendre du produit, il voulait faire que du growth. Et moi, je voyais pas l'intérêt de faire du growth alors qu'il n'y avait pas de produit. Il n'y a pas d'intérêt de faire des leads magnets, des trucs comme ça. Sinon, on n'a rien à vendre de l'autre côté. Je lui demandais de l'aide sur la partie product. C'est globalement ça qui fait qu'à un moment donné, on n'est pas raccord. Et donc, il décide de se barrer. On accepte tous les deux. On ne veut pas le retenir contre son gré. Le projet est encore hyper jeune. Et donc, on continue à deux, Guillaume et Bibi ici présents. Juin 2022, on a recruté, je crois, 2 personnes, des sales, pour m'aider à faire démo, closing, etc. Parce que moi, comme je suis sales, je prospecte en outbound pur, donc c'était à chaque fois démo, closing. On n'avait pas de marketing, de machin. Peut-être qu'il aurait fallu qu'on garde finalement le troisième associé. Et on fait 40 000 euros en 3 mois. Même pas 3 mois, parce que c'était mi-juin jusqu'en août, grâce au call que je faisais, etc. Toutes les personnes que j'avais réussi à chauffer, on dépasse le cap des 100 utilisateurs et on se rapproche dangereusement du cap des 1000 users. Je crois qu'on est à 700 et quelques, sachant que c'est l'été. En général, l'été, il se passe absolument rien du tout. Et si tout à l'heure, je vous ai dit, rappelez-vous, c'est le moment où ça commence à partir en cacahuète, pour moi, c'est à partir de là que ça part vraiment pas en cacahuète. Il y a un autre terme pour ça, mais je suis persuadé que sur YouTube, ça passe pas. Mais je pense que vous l'avez tous. Et on commence à être entouré de plein de personnes qui viennent nous voir. Tu dois impérativement lever des fonds. Tu dois lever des fonds, 40 000 en 2-3 mois, 2 mois et demi, c'est rare. Là, tu dépasses le cap des 10 000 d'AMRR, le logiciel est top, l'équipe est solide, il y a 2 fondateurs, un sales pour un logiciel sales et un CTO compétent qui a 10-15 ans d'expérience. Tout est réuni pour qu'on aille lever des fonds. Moi, au départ, je suis pas contre l'idée, c'est devenu moins mon obsession. Depuis Prospio, je suis quelqu'un qui apprend vite de ses erreurs. Je me dis, bon, finalement, si on réussit à faire du cash, il n'y a pas besoin d'aller lever tout de suite de l'argent. Sauf qu'on nous dit, voilà, c'est le momentum, si vous le ratez, vous allez finir à la poubelle comme 85% des SaaS. Je suis réceptif à ça et on fait confiance à un cabinet qui nous a été recommandé par notre incubateur, dont je vais pas citer le nom pour pas leur faire de mauvaises pubs, parce que forcément, ça s'est pas très bien passé avec eux. Je vais pas les accuser de quoi que ce soit, je vais juste donner mon avis sur comment a été cet accompagnement. Donc on nous explique que grosso modo on peut aller lever des fonds, qu'ils ont l'habitude, et donc on leur fait confiance, et quelques semaines plus tard, après avoir signé, donc il y a un fixe et un variable au moment où on fait la levée de fonds, on nous dit on a bouclé 800 000 euros. Bon, moi je suis content, je me dis 800 000 euros pour un truc qui date de 6 mois, là on est en août on commence à en parler. En septembre, le mec me dit c'est good, mais ce serait mieux pour les banques et tous les effets de levier qu'ils ont voulu mettre en place qu'on lève quand même avec des business angels d'abord, parce que ça fera effet de levier. Donc moi je me dis ok, donc on a finalement les 800 000 euros, mais c'est conditionnel. Je pose la question, combien faut lever en combien de temps? Il me dit entre 50 et 200 avec des business angels en 1 mois. Je mets un message sur Intercom, le logiciel qu'on utilisait pour gérer le SaaS,
Et en une semaine, on boucle 100 000 euros. Donc on a plein d'utilisateurs qui kiffent vraiment l'outil, qui nous disent, moi je suis prêt à mettre des tickets. Donc j'ai dû limiter le truc et rajouter des proches, des amis, etc. parce que j'avais très peur de rentrer des étrangers à mon capital. Ce qu'il faut savoir, c'est que Scaly, moi à ce moment-là, c'est mon bébé. Je vis pour ce projet, j'appelle quasiment plus mes parents, je ne parle plus à ma copine avec qui je vis quand même, on n'est même pas dans une relation à distance, on est dans 2 pièces différentes, mais on se parle quasiment plus. Et ça fait partie notamment des erreurs que j'ai pu commettre à ce moment-là. Mais je charbonne de malade. Ce projet, c'est ma vie. Et rentrer des inconnus à mon capital, même si c'est un format BSAR où globalement on risque rien, ils n'ont pas de pouvoir décisionnel, je reste le maître de ma roadmap, pour moi c'est risqué et je flippe. Donc moi, réflexe de survie, je rentre un maximum de personnes que je connais. Donc je rentre ma meuf, je rentre ma belle-mère, je rentre mon frère, je rentre la mère de un de nos salariés avec qui on s'entendait très bien et à qui on voulait donner des parts dans tous les cas, etc. Mon associé rentre sa femme, on rentre vraiment des proches et on rentre même le cabinet qui voulait faire cette levée de fonds avec nous, donc ils investissent de l'argent qu'ils ont récupéré derrière hein, par le fixe, etc. Et c'est pas une accusation, c'est juste, on peut pas reprocher aux gens de bien faire du business. Ils ont été très smart sur le coup, mais ils ont investi une somme d'argent conséquente. Ils ont mis 20 000 euros et derrière ils ont récupéré toute la somme quelques mois plus tard grâce au virement qu'on leur faisait entre la compta, le social et les fees, les fixes, etc. Bon, mais c'est très smart de leur part. Je suis pas en train de leur faire la reproche. Et donc dans l'idée, moi mon réflexe c'est de rentrer des proches et en même temps de leur faire profiter du projet parce que moi dans ma tête c'est bon, ça va péter. Vu l'engouement des clients, ils payent, ils veulent investir, on fait 100 000 en une semaine, 10 jours, allez c'est bouclé avec notre avocate. Je me dis quand même le projet va finir par peser des millions. J'ai quand même envie de faire profiter mon frère, ma belle-mère, etc., etc. Donc tout part d'une bonne intention à ce moment-là. Et donc, dans l'idée, on fait les 100 000 euros et le cabinet qui nous accompagne nous dit Banco, j'ai les 800 000 euros, c'est good. Donc, on a vu pas mal d'erreurs que j'ai commises jusque-là, le fait de faire confiance, le fait de recruter trop vite, le fait de rentrer des proches dans un projet pro, ce que honnêtement, je ne recommande pas. Si le projet finit par fonctionner, donnez-leur de l'argent. Mais au moins, ils ne prennent pas le risque avec vous parce qu'honnêtement, ils vont finir par vous en vouloir et c'est exactement ce qui s'est passé, spoiler. Et donc, on a les 800 000. Alors, on les a pas sur le compte bancaire, mais le mec m'appelle, je sors de la banque, c'est bouclé, il n'y a plus qu'à venir signer, etc. Comme moi, je suis complètement débile, mais à l'époque, pour moi, je suis proactif et je vais essayer de prendre de l'avance. Là, on est en septembre-octobre 2022. Je me dis, autant recruter maintenant. Comme ça, le temps que les salariés ils aient leur onboarding, qu'ils montent en compétences, qu'ils comprennent le produit, etc., on rentre sur une nouvelle année et en janvier, on a une équipe opérationnelle. Donc, ce que je fais à ce moment-là, je déclenche 13 recrutements entre les CDI, les alternants, les freelances, etc., principalement des CDI. Un product manager, un développeur back, un développeur front, un rédacteur SEO, un growth qui était censé devenir VP growth et gérer l'équipe SEO, marketing, etc. Une chargée de communication, enfin chargée de communication, community manager, etc. Et je dois en oublier d'autres. Il y a mon associé, il y a moi, la UX designer. Enfin, on a une équipe solide et moi, dans ma tête, c'est la Silicon Valley, c'est Palo Alto, ça va dans tous les sens. C'est même pas je fais des journées longues, je fais des 2 jours d'affilée. Je commence à 7h du mat, je termine à 4h du mat le lendemain. Ça n'a aucun sens. Mais bon, on est dans le truc, on est content. Avec les 100 000 qu'on a, on peut les payer sur 2-3 mois, ça va, on peut gérer, on brûle entre 40 000 et 70 000 chaque mois. Et donc en décembre, je lui dis, écoute, on avait fait un tour de France, j'ai loué un van, on allait visiter tous les incubateurs de France, enfin tous, les principaux dans les grandes villes pour leur vendre notre logiciel, faire des partenariats avec eux et s'implanter et aller chercher toutes les boîtes qui sont dans les incubateurs pour ensuite derrière les transformer en clients. Ce qui était une stratégie plutôt smart, hein. Honnêtement, sur LinkedIn, ça avait fait pas mal de bruit, on était bien accueillis et tout. Et donc nous, je vous avais parlé d'effet de levier tout à l'heure. Dans les leviers, il y a des banques, dont une banque.
dont je donnerai pas le nom parce que clairement j'ai pas envie de me faire taper sur les doigts par une banque. Je peux me faire taper sur les doigts par quelqu'un d'autre, mais pas par une banque. J'ai envie de te dire, ils ont l'oseille pour financer les avocats ad vitam aeternam contre moi, donc pas de nom, mais grosso modo une banque qui dispose de pas mal d'incubateurs en France. Bon, une recherche Google est à le nom. Donc moi je me dis, je vais commencer par les incubateurs de cette boîte et on se dit, on va aller les visiter. Il y a un truc qui se passe où la meuf à Paris voit qu'on visite des incubateurs de chez eux, mais qu'on n'est pas incubé chez eux. Elle n'a pas l'information qu'on est financé par eux. Tout est signé, tout est bouclé. Et qui appelle en disant ne les accueillez plus, cette start-up, c'est des vendeurs de tapis, ils sont même pas incubés chez nous, etc. Elle nous fait mauvaise pub. Et moi, l'erreur que j'ai faite à ce moment-là, ça a été de faire un post LinkedIn pour dire que voilà, c'était honteux, qu'elle n'avait pas à faire ça, qu'elle est en train de tuer une boîte qui, en plus de ça, est financée par leur banque. En me disant, j'étais naïf, en me disant, mais ils vont lui arracher la tête, ça se fait pas ce qu'elle est en train de faire, etc. Pas du tout, la banque annule le financement. Donc on est en décembre 2022, on a fait 100 000 euros qu'on a cramé tout de suite, et on a 13 salariés et on brûle entre 40 et 70 000 euros chaque mois. Quand je reçois le coup de fil du gars au téléphone qui me dit tout est annulé, je pense que c'est à ce moment-là où il y a eu un point de bascule dans ma vie où je pense que je suis tout de suite rentré en burn-out, tout de suite. Sur le moment où il m'appelle, il me fait machin, j'ai tout vu s'effondrer et je savais que ça allait très mal se passer. Je le savais. Je me suis vu virer tout le monde. J'ai vu la plateforme partir en cacahuète. J'ai vu une désillusion totale. Tout est parti en cacahuète. Au moment où on signe les éléments financiers, la boîte est valorisée à 3,8 millions d'euros. Donc il y a un cap, il y a un floor, c'est un BSA, etc. Mais je te la fais courte. Entre 1,8 et 3,8. Bon. Et là, je me dis, ça va partir en cacahuète totale. Là où moi, j'en veux un tout petit peu au cabinet qui nous a accompagnés, c'est de nous avoir laissé dépenser cet argent qu'on n'avait pas. Pour moi, quand tu es un cabinet et que tu accompagnes une start-up, tu lui expliques, écoute, tant que tu n'as pas les fonds sur ton compte bancaire, tu dépenses pas l'argent. Ils nous ont vu recruter, ils nous ont encouragés. Donc, ils ont fait l'erreur avec nous pour, au final, nous incriminer, Guillaume et moi, de ne pas avoir été au niveau. Dans cette affaire, moi, j'assume mes responsabilités, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas été au niveau, dont moi, évidemment. À ce moment-là, je vois tout s'écrouler. Je me dis c'est fini. Sauf que je dois vraiment faire face et je dois pas le dire. Et donc entre ce moment-là et le moment où moi je décide vraiment d'arrêter le projet, il se passe 6 mois. Donc décembre 2022, janvier 2023, jusqu'à l'été 2023, où je fais comme si de rien n'était. Je continue à faire mes calls, je continue à chercher des clients. Sauf que du coup, on a viré progressivement toute l'équipe. On était obligés. On a récupéré 200 000 euros, je crois, ou 250 000 euros de manière assez rocambolesque en allant taper dans des fonds de partout, les fonds de tiroirs, les banques, les machins. Et c'était même pas pour faire de la croissance, c'était pour rembourser nos dettes. Les prestataires, les différentes factures, les CDI qu'on a dû rompre. Heureusement qu'ils étaient tous encore en période d'essai, mais il y avait quand même des préavis, des machins. Les logiciels. Et donc, on rentre dans une course contre la montre où on n'est plus en train de développer un projet, on est en train de réanimer un mort. Donc moi, tous les jours, j'ai, je sais pas comment on appelle ça, des défibrillateurs, et je suis en train de réanimer ce qui est dit, allez, rallume-toi, s'il te plaît, me fais pas ça, bébé, je t'aime, il y a un truc entre nous, reviens à la vie. Que dalle, tous les jours, t'essayes. Et moi, sur ma vie perso, ça commence à faire ça. Donc je commence à prendre du poids, j'ai pris 30 kilos à peu près, je suis monté jusqu'à 115, 120 kilos. Je bougeais pas de mon fauteuil, aucune activité sportive, je commençais à cut toutes mes relations, je sortais pas, personne prend de tes news et tu peux pas en vouloir aux gens parce qu'ils savent pas forcément ce que tu es en train de vivre, que ce soit famille ou amis, donc tu commences à te renfermer et je rentre dans une espèce de solitude profonde où je m'en veux terriblement d'avoir cru des belles paroles, d'avoir dépensé de l'argent que j'avais pas, d'avoir fait investir toute ma famille, mais quand même des membres importants de ma famille, et je commence à avoir un poids de culpabilité de malade mental, ce à quoi s'ajoute énormément d'accusations tous les jours. Donc ça va être l'accusation du cabinet d'avoir fait le post LinkedIn, alors que j'avais rien dit de méchant sur la banque en question, mais sur la personne qui nous faisait ce truc-là. Et bon,
peut-être qu'il fallait pas le faire. Des accusations des salariés de pas les avoir payés, ce qui est légitime et à pas l'oseille. Sachant que moi j'ai pas de salaire, j'ai rien. Je suis en train de travailler, comme on dit en Algérie, pour le drapeau. Et moi j'ai pas de salaire, j'ai que dalle, je suis en train de tout donner, mais tout le monde pense que je suis en train de me remplir les poches et de pas les payer. Les accusations des salariés, des prestataires, des clients, parce que forcément il n'y a plus les développeurs, on a dû les virer aussi, on était que Guillaume et moi à un moment donné, et donc l'application on n'arrivait plus à la maintenir, il y avait plein de bugs, donc oui, la promesse n'est pas tenue, remboursez-moi. Tu te retrouves le cul entre deux chaises, H24 toute la journée, essayer de récupérer. Bon. Été 2023, je fais la rencontre d'un gars, je me dis il va m'aider à faire des ventes, parce que là où il y a le point de bascule, c'est qu'il y a énormément là où moi je décide d'arrêter, ensuite je reviens sur le gars, TDAH, les gars, désolé, hein, je peux faire un sujet, un autre, etc. Faudra suivre. J'espère que le ménage se passe bien et que tu arrives à suivre un peu l'histoire. Je sais pas si en me réécoutant, je me rends compte que je suis parti trop dans tous les sens. Au pire, je referai la vidéo, mais si c'est cohérent, tant mieux. Et donc ouais, dans l'idée, mon gars, été 2023, comment est-ce que je décroche du projet? Comme il n'y a plus les développeurs, il y a plein de bugs, le produit ressemble plus à rien. Et donc moi, forcément, je commence à me détacher, je vois plus le produit incroyable, capable de réaliser tout plein de fonctionnalités, je vois un truc qui commence à devenir bancal, où il y a plein de maintenance, où on tourne en rond, on passe 2 semaines, 3 semaines sur une fonctionnalité complètement débile, j'arrive plus à tenir la roadmap, et forcément, mentalement, je commence à fatiguer, je suis plus trop dedans, etc. Et donc, le point de bascule, c'est que je me dis, ok, tu sais quoi, vous voyez tu vois le dernier pourcent de l'iPhone qui dure hyper longtemps, j'étais à peu près dans le même état d'esprit, dans le même mindset. C'est mon dernier pourcentage, vas-y, je donne tout, et après je m'éteins. Soit ça marche pas, ça passe ou ça casse. Et donc je prends mon téléphone, moi je reste quand même un expert du bizdev, du cold call, etc. Je prends mon téléphone et je commence à bombarder des grands comptes pour essayer de leur vendre le logiciel. Je me dis, avec l'argent qu'ils vont nous donner, donc c'est des comptes à 15, 20 000 euros chacun, voire plus, avec l'argent qu'ils vont me donner, je vais pouvoir récupérer mes développeurs et en 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, ils vont peut-être pas être très contents ou autre, mais en 1 mois, je récupère, il y a moins de bugs et ils vont être satisfaits à nouveau, etc. Je pars sur un coup de poker et je rentre à peu près 1,5 million de chiffre d'affaires dans le pipeline. Donc c'est pas quelque chose qu'on signe, mais c'est des deals potentiels avec qui il y a une période d'essai. Si elle se passe bien, ça signe. Et on signe 0. Et là, honnêtement, c'était le coup de grâce qui me manquait. Et là, je perds complètement espoir. Je perds complètement espoir. Grosse désillusion. Donc, ce que j'avais vécu en décembre, c'est passé. Hein, on a viré tout le monde, plus de chiffre d'affaires, etc. Et je me retrouve avec Anis. Faut arrêter ce projet vite. C'est en train de te rendre malade. Mais je sais pas trop comment m'y prendre pour arrêter. Et c'est là où je reviens sur le gars que j'ai rencontré, qui va donner un nouveau coup de souffle à Scaly et potentiellement donner une suite à Scaly sous un autre format par la suite. Donc ce gars-là, je le rencontre chez moi, à Alger, où je suis rentré me reposer un peu, prendre un peu de recul et quitter un peu tout ce brouhaha qui m'entourait là où j'étais. Et je rencontre un mec qui a monté une école de langue, je crois, une école de commerce ou de langue, un truc du genre, je crois que c'était de business English. Et on fit bien. Et je lui dis, écoute, tu sais quoi, rejoins le projet. Moi, j'en peux plus, j'ai été honnête avec lui, je suis fatigué. Si tu veux, on rebootstrap le truc. Et donc, le fait de l'avoir rencontré, d'avoir bien fité avec lui, lui est très smart, on rebootstrap le machin été 2023. On essaie de refaire des ventes, on reclose des clients, on enlève des fonctionnalités, on se remet un peu comme au début. Mais honnêtement, ça a pas donné grand-chose. On continue de payer nos dettes. Et là, on a eu un virement, je crois, de 150 000 euros, parce que je vous ai dit, on faisait les fonds tiroirs un peu partout. Et on devait avoir 100 000 euros de dette sur les 150 000. Le mec nous sort ses fees, machin. Et donc là, je me suis dit, non, stop. Stop. La seule option qui reste, c'est d'aller lever des fonds. Et je suis pas ni dans le mindset, ni capable d'aller pitcher quoi que ce soit à qui que ce soit. J'ai fait un profond burn-out été 2023. J'arrivais plus à ouvrir mon PC, j'arrivais plus à répondre aux mails. Et bien évidemment, ça alimente une sorte de boucle interminable où les clients pensent que tu les évites, que tu les arnaques, que tu es à Dubaï en train de kiffer avec les 5 000 euros qu'ils t'ont donné.
Bon, très sincèrement, je pense que s'ils voyaient à ce moment-là l'état dans lequel j'étais, j'aurais pas reçu les mêmes messages. J'ai reçu des messages adorables de la part d'autres personnes qui ont compris, qui ont vu que ça allait mal. Ça se voyait quand tu avais un tout petit peu de sens d'analyse et qui m'ont vraiment soutenu sur cette période. Je pense notamment à Lucas, un de nos investisseurs qui est devenu un bon pote à moi aujourd'hui, qui avait mis un ticket dans la boîte et qui m'a dit: je comprends totalement, ce qui compte c'est que toi tu reprennes tes esprits et que tu repartes sur un autre projet, t'inquiète, je te suivrai, je crois en toi, etc. Mais on va pas se mentir, c'est minoritaire par rapport à la majorité qui naturellement t'en veut. Mais sur le moment, tu le prends hyper mal et t'es susceptible. Et il se trouve que on redonne un peu une vie à Scaly, mais moi à ce moment-là, j'avais un projet un peu dans un coin de ma tête que je voulais développer avec Scaly. Je me disais, bah, on a un logiciel de prospection, ce serait bien de commencer à diffuser de la formation, de créer la Scaly Academy, pour que cette formation-là puisse expliquer aux gens comment faire du business développement, ce qui reste quand même mon métier, mon expertise, là où j'ai quand même fait mes preuves sur des boîtes avec qui j'ai bossé avant, et même avec Scaly et Prosperio avant, sur de la vente pure. J'ai peut-être foiré la levée de fonds, etc., mais sur de la vente pure, je suis quand même très bon. Ce serait bien de montrer un peu ma méthodologie qui me permet d'accomplir tout ça sur la partie vente, et derrière de push la plateforme pour que les gens puissent l'utiliser. Et à ce moment-là, je me dis, pourquoi pas faire la transition au final? Si le logiciel n'a pas fonctionné, autant partir sur la partie formation, faire la fucking Scaly Academy et délivrer de la valeur aux gens, leur apprendre comment est-ce qu'on peut faire des ventes en outbound, et peut-être que ça va relancer le produit. Le truc qui se passe, c'est que assez naturellement, je me détache complètement du SaaS. J'arrive plus à parler du SaaS, j'ai plus aucune idée. Quand on me pose des questions sur la roadmap, je sais même plus quoi prioriser. Je me désintéresse complètement, et à chaque fois qu'on parle du SaaS, j'ai une boule au ventre de malade. Je peux plus. Je vomis le SaaS. Alors aujourd'hui, j'ai compris que j'ai un amour fou pour le SaaS de manière globale, mais celui-ci, avec tout ce qui s'était passé et les différents chemins qu'on a pris et le déroulé des choses, je voulais plus du tout en entendre parler. Mais je continuais pour mes investisseurs, pour mes clients, pour les personnes qui ont cru en nous, parce que j'avais cette peur de décevoir, cette envie de régaler, de faire plaisir. Le truc, c'est que, honnêtement, c'est pas un driver, on peut se mentir une journée, une semaine, un mois, mais au bout d'un moment, ça commence par tirer, et on décide de fermer la boîte en novembre 2022. À ce moment-là, le mec avec qui je m'étais associé pour relancer un peu Scaly, on continue de bosser ensemble sur le projet Scaly Academy, et il y a un fonds d'investissement qui nous propose d'investir 100 000 euros sur une plateforme de e-learning. Sauf que moi, j'étais en over-learning, j'avais pris un coup de ces trucs de levée de fonds, d'effet de levier, de machin, etc. Et au risque de choquer certaines personnes, j'ai dit non. Et j'avais même eu une profonde discussion avec ce pote, du coup, cet associé qui est devenu pote, d'ailleurs c'était associé quelques mois, mais on est devenu pote par la suite, qui s'appelle Amine, et je lui dis écoute, on va refuser ces fonds. Je vous l'ai dit, il est très smart, il a compris le mindset dans lequel j'étais, que je voulais rebootstrap un truc from scratch, d'être totalement libre, de plus m'engager, aller lever, pitcher, machin, ça me ressemblait absolument pas, j'étais pas heureux là-dedans, sous ce format-là. Et on dit non à cette proposition de VC. C'était un deck qu'on avait shooté des mois auparavant pour Scaly, puis quand on en discute, ils sont chauds d'investir sur la plateforme de e-learning, et on leur dit non, on va le faire de notre côté. Une autre rencontre marquante de 2023, grâce à ce pote-là, je rencontre quelqu'un qui à la base s'occupe de lui faire des vidéos. Et je me dis, écoute, pourquoi pas rester avec lui un de ces quatre quand ils feront une vidéo ou une séance de photos. Et donc je fais la rencontre d'un filmmaker avec qui, honnêtement, ça se passe hyper bien. Et très rapidement, on voyage ensemble, on commence à lier des liens d'amitié, on commence à discuter, etc. Et là, je me dis, l'occasion se présente, il y a un mec qui est très cool, qui maîtrise son sujet, qui a l'habitude de faire des vidéos, etc. Moi, c'est pas du tout mon domaine de prédilection. C'est le momentum pour me lancer sur la partie formation et proposer un truc. Toujours en train de penser Scaly Academy, plateforme de e-learning, je commence, on plug des sales coach là-dedans, on délivre de la valeur. Et on filme une vidéo, plusieurs vidéos, en total, une formation plutôt, de 12 heures, dans laquelle j'explique toute ma méthodologie pour justement aller récupérer 15 000 euros en 2 mois sur un projet bancal fait par un freelance,
40 000 euros en 3 mois sur un vrai SaaS et des millions d'euros que j'ai générés auparavant en closant des clients tels que la SNCF, Saint-Gobain, Natixis, donc des grands comptes pour le SN pour qui je travaillais quand j'étais ingénieur d'affaires, ou des très belles boîtes pour qui, quand je bossais en tant que business développeur dans une startup ou même dans une agence à Londres, j'ai toujours eu cette fibre commerciale. Et donc je résume, je synthétise tout dans cette formation de 12 heures que j'ai filmé avec ce mec-là. Et on devient potes, etc. Et donc on décide de devenir colocataire, d'habiter ensemble et de pouvoir gérer nos projets ensemble. Lui, il veut monter une boîte de prod audiovisuelle, etc. Moi, je suis sur mon délire de formation. Et plus j'avance, et plus je découvre au final que la formation, j'adore ça. Et donc à partir de janvier 2023, je m'installe à Marseille et je me dis, écoute, avant d'aller faire des vidéos, vendre des formations, je sais pas ce que tu as envie de faire dans ta tête, une plateforme de e-learning, va former des vrais gens. Comprends c'est quoi la pédagogie, est-ce que tu as la capacité de transmettre des choses, est-ce qu'ils vont te faire un feedback positif sur ta manière de leur apprendre des choses. Et donc j'envoie une petite vidéo à la Rocket School à Marseille, je leur dis, je viens de m'installer dans la région, j'aimerais vous donner des cours, voilà mon background, etc. Je leur envoie, je crois, un CV, une petite vidéo. Et ils me disent, chaud, on te donne un groupe et tu leur expliques ta méthodologie sur le cold call. Ils ont un format de bootcamp de 3 mois, je les prends, je crois, sur 3 semaines. Et donc, je bombarde. Il y a mon chat qui est en train de miauler. Tu viens? Non. Bon, bah écoute, c'est un chat, quoi. Et donc, dans l'idée, je me dis, donne des cours et vois un peu comment ça se passe. Et ça se passe hyper bien. Autant été 2023, je suis au fond du gouffre et je suis vraiment pas heureux en termes d'accomplissement personnel de ce que je fais de ma vie, de mon quotidien. Autant tous les jours où je suis allé leur donner des cours, mais un bonheur immense me remplissait. J'y allais en chantant, je dansais dans l'ascenseur, j'étais content d'arriver, j'étais content de repartir. Et c'est des sensations que j'avais honnêtement perdues depuis un moment. Si les étudiants que j'ai eus passent par cette vidéo et qui voient et ce que je suis en train de raconter, ça va peut-être les étonner parce que ça se voyait pas forcément. Je leur montrais un visage normal, très cool, détente, mais j'étais hyper heureux parce que je voyais en leur donnant des cours que c'était clairement ma zone de génie et c'était là où j'étais excellent. Et j'ai récupéré de leur feedback. Et quand tu as des gars qui viennent te voir en te disant t'es mon exemple, j'aimerais être comme toi, je veux devenir bizdev moi aussi, gagner de l'oseille, faire ceci, faire cela, que tu les aides sur leur projet, ou ne serait-ce que merci, tu m'as vraiment appris des trucs, je suis venu le premier jour sans conviction, mais en voyant tes cours et comment tu étais passionné, et tu arrives à me transmettre ça, bah maintenant j'ai vraiment envie de faire ce métier, etc. Très sincèrement, tu peux pas imaginer, mon gars, à quel point c'est un truc qui m'a fait extrêmement plaisir. Et à partir de là, je me dis, écoute, go, je me pose pas 36 milliards de questions. Parmi les choses que j'ai appris avec Scaly, du coup, c'est que t'as beau faire des plans, t'as beau te projeter, t'as beau essayer de tout prévoir, très sincèrement, ça va jamais se passer comme prévu. Et donc là, je me dis, tu sais quoi, freestyle, j'aime bien enseigner, donc je commence à donner des cours là-bas. Après, j'aime pas forcément enseigner dans une école et tout, parce que je peux pas aller en freestyle comme moi j'ai envie. Donc, je tourne ma formation, je la mets en ligne, et bon, là, je suis en train de tourner cette vidéo, on est mi-mai. Donc voilà, ça fait quand même un bon 5 mois que je me suis lancé là-dedans, entre les cours à l'école de commerce, le coaching que je fais avec mes clients, je les accompagne sur la structuration de leur business unit et tout. Déjà, je gagne de l'argent, ce qui n'était pas du tout le cas avec Scaly, où je faisais que dépenser. J'ai mis, je crois, 100 000 euros de ma poche, enfin un peu moins. Mais globalement, il y en a plus de 100 000 euros entre mon associé et moi, ce qu'on a mis sur le projet, entre Prospio et Scaly. Pour au final, peanuts, pendant 3-4 mois, j'avais un salaire à 1008. C'était quand on avait fait la levée de fonds. Et j'ai confirmé que les start-upers qui lèvent des fonds ne font vraiment pas d'oseille. Ils font de l'oseille plus tard. Et moi, je viens pas d'une catégorie sociale de gens qui peuvent se permettre de rester 3, 4, 5 ans sans salaire. Et donc dans l'idée aujourd'hui, le mois passé, ça fait un peu infopreneur de merde de raconter des trucs comme ça, mais je l'ai vraiment fait et je me dis que ça peut être aussi une inspiration pour des personnes qui passent par une étape où ils savent pas trop pour voir un peu ce qu'il y a derrière. Mais le mois passé, je fais 25 000, ce qui est honnêtement honorable. J'avais jamais atteint ces chiffres-là, même avant. En tant que salarié, j'étais à 1008 net, tout le reste était des primes. En tant que freelance, je sais que je suis monté très rapidement à 6-7 000 et je suis allé taper la barre des 10 000 à 22-23 ans freelance bizdev.
mais 25, ça m'est jamais arrivé. Et je suis en train de lancer ma formation, c'est-à-dire que j'ai pas encore set up tous les ads, j'ai pas encore tout terminé, mais globalement, j'ai l'impression qu'il y a un boulevard qui s'ouvre devant moi où les gens veulent apprendre ce métier. Je peux leur apprendre un vrai truc, j'ai les compétences pour ça. Il y a juste à délivrer, et c'est notamment pour ces raisons-là que j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne YouTube pour pouvoir vous parler un peu de mon métier, comment je le pratique, de vous partager des tips. J'en sais rien, ça se trouve, je vais faire des vlogs en Malaisie. On verra où est-ce que ce projet va nous emmener, mais je sais qu'il faut toujours commencer quelque part. Et donc, cette première vidéo me permet voilà, de m'introduire à toi, en espérant que l'histoire que je viens de te raconter t'a permis de passer un bon moment, t'a inspiré à certains égards, t'évitera certaines conneries, t'a fait sourire par moments, t'a fait réfléchir. Si c'est le cas, on m'a dit de vous dire qu'il fallait vous abonner et liker la vidéo pour le référencement. Et j'aimerais beaucoup, moi, ce qui compte le plus pour moi, en vrai, le like et l'abonnement, je m'en fous un peu. C'est surtout que tu puisses voir les prochaines vidéos, constater un peu mon évolution, parce que je reste quand même jeune et très ambitieux. J'ai envie de faire pas mal de choses, et tout ça, je vais essayer de le documenter sur Facebook et sur mes réseaux. J'ai déjà quelques abonnés sur LinkedIn, un peu plus de 8000. Rejoins-nous sur LinkedIn. Et là, je compte aller un peu plus sur Twitter pour partager cette journey. Voilà, je te fais un bisou mon gars et je te souhaite une bonne journée ou une bonne nuit en fonction de la time zone dans laquelle tu te trouves et on se dit à la prochaine vidéo. Allez, salut!